Vers une grève du zèle, après la grève des décollages, les contrôleurs aériens envisagent de poursuivre leur mouvement sous une autre forme. Avertissement de barre au RPR, il n'appartient pas à un parti de gouverner. Iran, un otage parle, à la télévision, un caporal américain affirme que les prisonniers de l'ambassade sont correctement traités. Bonsoir. Je vous rappelle une dernière fois que demain, dans toute la France, près de 14 millions d'électeurs salariés et employeurs sont invités à voter pour élire les conseils de prud'homme dans les bureaux de vote situés près des lieux de travail. Vous pouvez voter, je le répète, de 8h à 18h et, attention, ceux qui travaillent la nuit jusqu'à 23h dans certains cas et même jusqu'à minuit pour les ouvriers verriers d'une petite commune, Puy-Guillaume, dans le Puy-de-Dôme. On vous a expliqué longuement les modalités de cette élection et son utilité. Il s'agit de désigner ceux qui interviendront désormais dans les conflits individuels du travail. En fait, l'enjeu est double. C'est un enjeu social, mais aussi politique. François Gault, qui se trouve déjà dans un bureau de vote. C'est en principe jeudi que tous les utilisateurs... Non, ça, c'est les aiguilleurs du ciel, c'est pour dans quelques minutes. Attendons le reportage de François Gault. Voilà, tout est prêt ce soir dans les bureaux de vote, les mairies, les écoles, pour ces élections prud'homales. Tout est prêt pour des élections dont en réalité l'enjeu est double. L'enjeu numéro 1, c'est d'élire, bien sûr, des juges compétents et intègres qui, dans l'arbitrage des conflits individuels du travail, veilleront à l'application des lois, des conventions collectives et des accords paritaires. Il s'agit bien d'un enjeu capital. L'enjeu numéro 2 revêt, lui, la dimension d'un test national, un test de représentativité pour les grandes centrales syndicales. Sur près de 13 millions d'électeurs salariés, 10 millions ne sont pas syndiqués. Alors, comment vont-ils voter? À quelle centrale syndicale vont-ils apporter leur suffrage? Ce soir, c'est l'inconnu. En 1962, une élection comparable avait eu lieu pour élire les représentants syndicaux et patronaux dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale. La CGT avait alors obtenu 44,30% des voix, la CFDT, à l'époque CFTC, 20,90% et FO 14,70%. Demain, pour la première fois depuis 17 ans, en votant, les salariés français vont révéler la force respective de chaque centrale syndicale. Celles-ci vont pouvoir mesurer leur influence exacte sur l'ensemble des salariés français. Pour elles, c'est l'heure d'élire des juges, mais c'est aussi l'heure de vérité. Demain, en France et au-dessus de la France, les avions voleront normalement. Après, eh bien, on ne sait pas. La seule chose certaine est que, les unes après les autres, les assemblées générales des contrôleurs aériens dans les divers centres se sont prononcés pour la reprise de l'action par tous les moyens possibles. Quand le dernier centre, celui de Brest, se sera prononcé, les aiguilleurs du ciel décideront tous ensemble du type de grève qu'ils déclencheront. Le point avec Jean-Pierre Quittard. C'est en principe jeudi que tous les utilisateurs du transport aérien sauront à quoi s'attendre s'ils mettent les pieds dans un aéroport. Pourquoi jeudi? Tout simplement parce que les syndicats des aiguilleurs du ciel recherchent actuellement tous les moyens d'action possibles et que rien n'a encore été décidé. Dans ces conditions, on peut penser que le conflit qui oppose maintenant depuis 45 jours les aiguilleurs du ciel au gouvernement va prendre une autre tournure. L'arrêt des décollages et la suspension du trafic qui en résultait, suivant des plages horaires définies 24 heures à l'avance, pourrait faire place à une grève du zèle qui, tous les jours ou seulement le week-end, perturberait départs et arrivées, compte tenu du petit nombre d'avions qui seraient pris en charge par les contrôleurs. Dans cette hypothèse, les compagnies aériennes pourraient essayer de maintenir, sans garantie d'horaire c'est vrai, un programme de vol à peu près normal. Ce ne serait qu'un moindre mal, car ce que redoutent les transporteurs, c'est une aggravation du conflit pouvant aboutir à une paralysie quasi générale du trafic. Un peu à l'image de ce qui s'était passé il y a 18 mois, au moment des grandes vacances 1978. Cette deuxième solution serait catastrophique, car non seulement elle aggraverait les difficultés financières de tous ceux qui, de près ou de loin, vivent du transport aérien. Les pertes sont estimées aujourd'hui, rien que pour les compagnies et les aéroports, à 250 millions de francs, mais encore cela précipiterait le gouvernement et les syndicats à se lancer dans une partie de bras de fer dont les conséquences seraient alors impossibles à chiffrer. Pour l'instant, pas de réaction sur cette affaire du ministre des Transports, Joël Le Teul, mais
une autre déclaration qui va beaucoup vous intéresser, qui a été faite au Sénat et qui est en quelque sorte une marche arrière sur les codes. Oui, le gouvernement pourrait mettre fin dès le printemps à l'obligation expérimentale, a-t-on rappelé, de rouler en code dans les agglomérations. Cette expérience avait été décidée pour 1 an. Eh bien, elle pourrait être arrêtée au printemps prochain. En tout cas, à une question écrite d'un sénateur, Pierre Carrousse, le ministre a proposé de venir au Sénat dès le début de la session de printemps pour faire le bilan de l'expérience des codes la nuit et y mettre un terme si besoin était. Le Premier ministre est resté de marbre, semble-t-il, quand il a appris aujourd'hui que le RPR ne votera toujours pas le budget 1980 en seconde lecture. Le président du RPR avait précisé qu'il n'y avait aucune raison de voter pour un projet que le Sénat n'a pas modifié de façon satisfaisante. Dans ces conditions, le gouvernement devra engager une nouvelle fois, une 3e fois, sa responsabilité devant l'Assemblée pour faire adopter définitivement le budget. En revanche, le RPR s'est dit satisfait de la concertation avec le gouvernement pour préparer la loi d'orientation agricole dont nous allons parler dans un instant. J'ai dit qu'à ces propos du RPR, Raymond Barre était resté de marbre, mais c'est plutôt d'un optimisme robuste qu'il faut parler, selon en tout cas Roger Chineau, président du groupe UDF, qui venait d'entendre le Premier ministre sur, je cite, les vrais problèmes et non les agitations. Raymond Barre a insisté sur la solidité de la France grâce, a-t-il dit, à ses institutions, à sa politique étrangère, à sa politique économique. Demain, le quotidien Rhône-Alpes publiera une interview de Raymond Barre déjà beaucoup commentée, où il dit que le plus grand danger pour la France, c'est le retour au régime des partis, en ajoutant et en prévenant, si la majorité parlementaire issue des élections vient à faire défaut, eh bien c'est le peuple qui tranche. Sur cette interview à Rhône-Alpes, l'analyse de Patrice Duhamel. Déterminé, résolu à surmonter les difficultés politiciennes et les périls parlementaires, décidé à rester à l'écart des manœuvres et des intrigues, ainsi apparaît le Premier ministre qui s'explique d'abord sur l'utilisation répétée de l'article 49 de la Constitution. Il rappelle notamment qu'en 1962, Georges Pompidou avait utilisé cette procédure 3 fois en moins d'1 mois. La tension qui existe dans la majorité depuis octobre, Raymond Barre l'analyse de quelques phrases. Il n'y a pas, dit-il, l'avant et l'après octobre 79. Il y a seulement que la campagne présidentielle a commencé. Elle est la suprême pensée du microcosme politique qui s'agite comme si cette élection était son affaire, alors qu'elle est celle des Françaises et des Français. Et puis sur la situation parlementaire, Raymond Barre lance une série d'avertissements sévères qui s'adressent directement au RPR. Le pays, dit-il, condamnerait toute formation qui remettrait en question le bon choix de 78 et exposerait le pays à l'instabilité et à l'aventure. Tant que je serai Premier ministre, ajoute Raymond Barre, je ferai usage des moyens expressément prévus par la Constitution, à chacun de prendre ses responsabilités. Je ne suis pas disposé, déclare encore Raymond Barre, je ne suis pas disposé à m'incliner devant la volonté d'une formation quelle qu'elle soit, fût-elle numériquement la plus importante. Un coup de semonce qui s'accompagne d'une réponse cinglante aux déclarations récentes de Claude Labbé au Club de la Presse. Si le président avait tiré des conséquences logiques des législatives, avait dit Claude Labbé, il aurait désigné un Premier ministre RPR et permis au RPR de gouverner. Quel cri du cœur, réplique Raymond Barre, qui déclare tout net, cela n'a rien à voir avec les institutions de la Ve République, il n'appartient pas à un parti de gouverner. Enfin, cette dernière mise en garde, très solennelle, le plus grand danger qui pèse sur la France, c'est le retour au régime des partis dont nous voyons des manifestations de plus en plus préoccupantes. Au total donc, une attitude de fermeté. Raymond Barre reproche implicitement au RPR de négliger les institutions. Il répond en s'appuyant sur cette Constitution, sur l'autorité du chef de l'État élu au suffrage universel, et puis, au-dessus des partis, sur l'opinion publique qui condamne, selon lui, les jeux vénéneux de la politique. Alors il y a déjà une réponse de Claude Labbé à cette interview de Raymond Barre. C'est avec une pratique abusive de la Constitution qu'on pourrait peut-être en revenir au régime des partis. Le RPR n'a jamais prétendu faire régner la loi du nombre. Nous demandons simplement qu'un courant d'expression qui est important puisse très largement influencer la politique gouvernementale. C'est dans la ligne des institutions. Un débat difficile a donc débuté à l'Assemblée nationale, un débat sur la loi d'orientation agricole. Débat difficile parce qu'il suscite beaucoup de passion. Je n'en veux pour preuve que les 600 amendements déposés par les députés. Ce projet de loi avait été annoncé il y a 2 ans en Normandie par M. Giscard d'Estaing. Il avait alors demandé à son ministre de l'Agriculture d'étudier des dispositions capables de rendre notre commerce extérieur pour l'agriculture excédentaire de 14 milliards en 1985. Pour résumer son ambition, le président de la République avait eu cette formule:
l'agriculture doit devenir le pétrole vert de la France. Le débat en est à sa première journée, il y aura 12 séances. Voyons dans quelle ambiance Jean-François Robinet. On en parle depuis longtemps et on en parlera probablement longtemps encore. Citant ainsi les propos d'un agriculteur des Flandres, peut-être sceptique, le rapporteur Maurice Cornette a tenu à montrer l'intérêt suscité par cette nouvelle loi d'orientation agricole. Et M. Cornette d'ajouter, après 2 ans de travail, voici venu le temps de la récolte. Une récolte qui est donc contenue dans ce rapport de la commission spéciale agricole parlementaire et qui va s'enrichir de plus de 600 amendements. La plupart porteront sur les problèmes économiques et fonciers. Sur le plan économique, en effet, les députés de tous bords politiques, mais surtout les socialistes et les communistes, regrettent que la loi n'aille pas plus loin. Mais pour le ministre de l'Agriculture, il s'agit d'une loi qui trace les grandes lignes de la politique agricole. Les mesures d'accompagnement économique relèvent plus du domaine réglementaire que du législatif et figureront dans d'autres textes. Déjà, a rappelé M. Méhaignerie, le Premier ministre a pris des engagements importants tels que la relance de l'élevage, la recherche agronomique et une enveloppe de 5 milliards de francs pour l'hydraulique, le remembrement et la forêt. Pour en revenir donc à la loi d'orientation agricole, elle comprend 4 grands volets, économie, social, aménagement rural et foncier. C'est le foncier qui va susciter le plus de discussions. Le président de la commission, Alain Mailloux, a longuement insisté sur les difficultés rencontrées par les jeunes pour s'installer. Il faut, a-t-il dit, développer les formules locatives pour éviter l'achat obligatoire des terres et donc l'endettement des jeunes. C'est ainsi que les groupements fonciers agricoles sont encouragés et des formules audacieuses proposées pour les successions. Et c'est là le point délicat. Par exemple, tous les députés ne seront certainement pas d'accord pour que ceux des héritiers qui ne succèdent pas à leurs parents n'aient plus le droit de mettre leur part d'exploitation en vente et doivent se contenter d'être actionnaires de la ferme. Une formule intermédiaire ressortira donc probablement de la discussion qui s'annonce fort longue, plusieurs séances de nuit avant de parvenir au vote samedi soir, mais plutôt dimanche matin. Dans l'interview que je vous ai citée tout à l'heure de Raymond Barre, interrogé sur le proche avenir, il a répété que l'évolution des événements en Iran continue de faire peser une lourde hypothèque sur les économies internationales. Actuellement à Tabriz, on est passé d'une atmosphère de guerre civile ces jours-ci à des tentatives de négociation, en tout cas c'est l'accalmie. Pour ce qui concerne les otages américains, le ministre des Affaires étrangères iranien a annoncé que des observateurs étrangers pourraient prochainement rendre visite aux otages qu'il veut toujours faire comparaître devant une commission internationale. Un projet que refusent naturellement les Américains. Un de ces otages, un soldat américain, a parlé à une télévision de son pays, la NBC. Vous allez l'entendre. Vous a-t-on accusé d'espionnage? Oui, au début, tout le monde était accusé de faire partie d'un réseau d'espionnage, de travailler pour la CIA, mais ensuite, tout cela a cessé. Lorsque les étudiants ont pris l'ambassade d'assaut, est-ce que vous étiez armés? Oui. Alors pourquoi ne pas avoir tiré? Il n'y avait aucune raison de le faire. Ces étudiants n'étaient pas armés et la plupart n'avaient pas plus de 18 à 20 ans. Ils portaient simplement des posters de l'ayatollah Khomeini. Avez-vous un message pour votre famille et pour le peuple américain? En ce qui concerne ma famille, je peux les rassurer, tout va bien et tout ira bien. Je voudrais qu'ils sachent à quel point il me manque. Et j'espère être de retour à la maison pour Noël. Je m'en remets au président et au peuple américain pour prendre la bonne décision, que ce soit de traduire le chat en justice ou toute autre décision. Mais j'espère que tout se passera bien pour nous. Alors ce jeune soldat laisse entendre qu'il est bien traité. Nous avons des doutes sur la manière dont sont traités les otages, a quand même dit le secrétaire américain à la Défense, Harold Brown, dans une conférence de presse à Bruxelles. Il est temps de prendre des mesures concrètes contre l'Iran, a-t-il ajouté, a-t-il répété, et il n'a pas exclu un blocus naval de l'Iran pour faire évoluer la situation. Si M. Brown est à Bruxelles, c'est pour toute autre chose. C'est pour la réunion de l'OTAN qui, dans les jours qui viennent, doit prendre une grave décision, celle de l'installation ou non de plusieurs centaines de missiles nucléaires capables de frapper l'URSS, et ceci dans plusieurs pays d'Europe. Cela suscite de nombreuses réactions dans les pays concernés.
En Hollande, on était ces jours-ci au bord de la crise politique. La situation est également confuse chez les Belges, qui voudraient bien, comme les Danois d'ailleurs, reporter la décision à 6 mois. Cependant, ces ministres européens de la Défense ont dit, sauf français, puisque la France ne fait pas partie de l'OTAN, ont dit leur inquiétude de voir les forces militaires des pays de l'Est s'accroître constamment. Il y a près d'un an, le chef des Khmers rouges, Pol Pot, qui avait pris le pouvoir après sa victoire contre les pro-américains du Cambodge, était renversé par les Vietnamiens. Et depuis, vous connaissez la situation épouvantable dans tout le pays où l'on a appris que le chef Khmer rouge avait laissé un pays en ruine et commis de nombreux crimes, un véritable génocide, disent même certains. Depuis, Pol Pot a pris le maquis et on ne l'a jamais revu. Eh bien, une télévision japonaise vient de le filmer, et à quelques kilomètres seulement de la frontière thaïlandaise. Michel Bader. Pol Pot. Il se retrouve à nouveau dans un maquis. Cependant, cette fois, Pol Pot ne prend pas le maquis contre les forces impérialistes, mais contre ses anciens amis qui, à l'époque de la guerre américaine, comptaient tant sur lui. Un maquis de Khmer rouge, à quelques kilomètres seulement de la frontière thaïlandaise, ce qui permet malgré tout un certain confort tactique. Un maquis qui s'ajoute à celui des Khmer Serai, anticommunistes notoires. Les Khmers rouges, ici à l'exercice, seraient, paraît-il, disposés à s'allier avec leurs ennemis d'hier, et pourquoi pas avec Sihanouk, pour jeter les Vietnamiens hors des frontières. Dans la campagne, après le génocide de quelques centaines de milliers de Cambodgiens, génocide que Pol Pot appelle erreur politique, le problème immédiat ne semble pas être de compter les coups entre les amis d'hier, mais plutôt de connaître la ration de riz de demain à laquelle les Cambodgiens, maquisards ou non, auront droit pour essayer de ne pas mourir. Depuis quelques jours, les attentats terroristes ont repris en Italie, mais aujourd'hui, à Turin, c'est un véritable commando qui a innové d'une façon particulièrement cruelle en s'attaquant à un centre de formation professionnelle. Un attentat effrayant parce que spectaculaire. De Rome, Claude Brovelli. C'est un commando d'une importance jamais vue en Italie ces dernières années qui a attaqué cet après-midi à Turin un centre de formation pour les entreprises. 20 terroristes armés et masqués y ont fait subitement irruption, ont rassemblé professeurs et élèves et, comme m'a dit un témoin, ont tiré dans le tas. Toutes les victimes ont été blessées aux jambes, parmi elles des cadres des sociétés Fiat et Olivetti. Un attentat revendiqué par l'organisation terroriste d'extrême gauche, Première Ligne. 10 blessés à ajouter aux 9 autres qui, pas plus tard que dimanche soir, ont été victimes à Rome de l'explosion de 2 bombes dans le quartier central des cinémas et des compagnies aériennes. Cette subite recrudescence du terrorisme en Italie survient alors que la police a réussi de jolis coups de filet, mais l'opération de commando à Turin cet après-midi inquiète par son audace et la menace d'une tragédie qu'elle fait peser sur le pays. Rome, TF1, Claude Brovelli. Saviez-vous que très bientôt ce sera le centenaire de Staline? Staline dont il ne reste qu'une seule statue en URSS. C'est dans son village, dans le village où il est né, à Gori, en Géorgie. Staline, réputé d'abord génial révolutionnaire, puis criminel d'exception, reste dans son village l'enfant du pays. Et on se prépare à y célébrer le centenaire de sa naissance, le 21 décembre prochain. Gabriel Mérétic, notre correspondant permanent en URSS, est allé voir ces préparatifs. Gori, un peu plus de 100 000 habitants à 60 km de Tbilissi, la capitale de la Géorgie. C'est ici que le 21 décembre 1879 est né Iosif Vissarionovitch Staline. À l'approche de cet anniversaire, de son centenaire, les travaux battent leur plein. On refait le bâtiment qui abrite le musée Staline, tout comme on a refait le mausolée qui protège la maison où il est né. La question n'est pas de savoir s'il y aura des manifestations, si le centenaire de Staline sera célébré. C'est évident. La question est de savoir quelle sera l'ampleur de ces manifestations, officielles ou spontanées, ici à Gori ou à Tbilissi, ou encore de savoir ce qui se passera à Moscou, de savoir, entre autres, s'il y aura une soirée solennelle, de savoir quelle sera la place que les journaux, la Pravda ou les Izvestia, accorderont à cet anniversaire. Le centenaire de Staline suscite indéniablement auprès des soviétiques des sentiments mitigés, mais souvent marqués d'une certaine nostalgie.
Face à une direction qui leur paraît de plus en plus falote, les soviétiques éprouvent en effet le regret du chef, le chef que fut Staline pendant les années de la guerre ou après la guerre. Réhabiliter Staline, à quoi bon? En fait, il n'a jamais été condamné, il n'a jamais été effacé de la mémoire des soviétiques, ni surtout des géorgiens. Gabriel Mérétique, TF1, Gori. Alain Chailloux. Oui, d'abord la grève des enseignants du secondaire, eh bien là, selon les syndicats qui l'ont organisée, c'est un succès sans précédent même, entre 70 et 100% de grévistes, cela dépend des lycées et des collèges. Pour le ministère de l'Éducation nationale, en revanche, c'est un échec, et là on donne un chiffre très précis, 48,27% de grévistes. Au cabinet de M. Belac, on affirme que cette grève n'a pas rencontré plus d'écho qu'une grève de routine et qu'elle porte fâcheusement atteinte au bon renom de l'école publique. Demain, à l'appel de nombreux syndicats, une marche de protestation devrait avoir lieu sur Paris. Affaire Fisbin, une mise au point de Charles Fitterman, membre du bureau politique du Parti communiste. M. Fitterman dénonce, je le cite, l'opération politicienne engagée sur l'affaire Fisbin visant à faire croire à une crise du Parti communiste absolument imaginaire pour escamoter les crises bien réelles de la droite et du Parti socialiste. Tout est donc prêt sur la base de Kourou, en Guyane, pour le lancement samedi de la fusée européenne Ariane. La répétition générale a eu lieu hier et tout s'est parfaitement passé. La mission d'Ariane est simple. Atteindre une orbite provisoire de 200 km de périgée et de 36 000 km d'apogée, à partir de laquelle les satellites de télécommunications, par exemple, peuvent être mis en position géostationnaire, un lancement auquel vous pourrez assister en direct ou presque sur TF1, samedi. Après la fusée européenne, l'Assemblée européenne, qui a ouvert hier sa session de décembre et qui a commencé aujourd'hui à débattre en deuxième lecture du projet de budget de la Communauté économique européenne pour 80. Au mois de novembre, en première lecture, elle l'avait considérablement amendé ce budget. Mais le Conseil des ministres des 9 avait rejeté tous ces amendements sans exception aucune. Bref, à Strasbourg cette semaine, c'est l'épreuve de force entre d'une part l'Assemblée et le Conseil des ministres, et un compromis en l'état actuel des choses paraît tout de même assez difficile à atteindre. L'or, encore et toujours lui, a battu tous ses records aujourd'hui, 443 $ l'once. Le précédent record avait été établi le 2 octobre dernier, il était de 437 $. Cette fois c'est sûr, Christina Onassis divorce, et oui, la fille et l'héritière du célèbre armateur grec a décidé de se séparer après 16 mois de mariage de son mari, le soviétique Sergueï Kausov. C'est son troisième divorce, déjà. Un prix pour TF1, prix de la meilleure œuvre d'adaptation décerné par la Fondation de France, qui fêtait aujourd'hui son 10e anniversaire, décerné à Lazare Iglesias pour La Petite Fadette. Il n'était pas là, c'est sa femme qui a reçu le prix à sa place, elle lui remettra sans aucun doute, une pièce tirée, La Petite Fadette, du célèbre roman de Georges Sand, qui avait été diffusé sur nos antennes le 3 janvier 1979. Monsieur Jean-Louis Guillot, le PDG de notre société, était présent à cette remise de prix. Ski, toujours Stenmark le Magnifique, le Suédois, a remporté le slalom spécial de Madonna di Campiglio, premier de la saison de Coupe du Monde, et cela malgré une première manche assez médiocre, enfin pour lui, aucun Français dans les 10 premiers, malheureusement. L'arrivée donc de Stenmark, qui avait déjà, je vous le rappelle, gagné la semaine dernière à Val d'Isère au critérium de la première neige. Football, un rappel, c'est demain qu'a lieu en Grèce le match retour des 8e de finale de la Coupe de l'UEFA, Saint-Étienne-Salonique. Les Stéphanois abordent ce match avec une certaine décontraction. Au match aller, ils avaient battu Salonique par 4-1, 3 buts d'avance. C'est suffisant pour avoir le moral, mais méfiance tout de même, sait-on jamais. Pour finir, des images d'un exploit, celui réussi par un jeune cascadeur anglais, Eddie Kidd, sa spécialité le saut à moto. La télévision faisait un reportage sur lui, sur sa vie, alors il a essayé de se surpasser, et regardez bien. Oui, il est bien arrivé de l'autre côté. La tempête de ces derniers jours dans l'ouest et le nord s'est un peu calmée cet après-midi, mais c'est provisoire car la tempête est à nouveau annoncée pour demain sur la Manche et sur l'Atlantique. La nuit dernière, elle a fait rage de Brest à Calais, mettant de nombreux navires en difficulté. Je répète que demain, des vents violents sont encore prévus, donc sur l'Atlantique et la Manche, des vents de 100 km/h. Il pleuvra aussi beaucoup en montagne, des Vosges aux Alpes le matin, puis dans la journée sur pratiquement tout le pays. Temps médiocre donc, et qui sans soleil, et qui, vous voyez
Et la matinée sera un peu plus claire, mais vous voyez les nuages aller vers l'est. Un presse-papier en forme de boule de cristal de quelques centimètres de diamètre a été récemment adjugé dans une vente à Londres pour 460 000 francs, 46 millions de centimes. Ce record absolu est le résultat d'une passion, bien sûr, celle qui anime à travers le monde les collectionneurs de presse-papier en cristal, renfermant toutes sortes de motifs en couleur. Fabriquées en nombre très limité, ces pièces sont réalisées depuis 2 siècles en France par les maîtres cristalliers de Saint-Louis et de Baccarat. C'est splendide à voir, c'est très délicat à réaliser. Reportage Maurice Olivari. Seules une dizaine de personnes dans le monde sont encore capables de réaliser ce genre de pièces. Cette technique qui consiste à emprisonner dans le cristal des fleurs, des animaux ou des portraits de personnages historiques, cette technique a été mise au point en Italie au début du XIXe siècle. Depuis, le secret a été bien gardé et il ne se transmet qu'oralement d'un maître cristallier à l'autre. La valeur de chaque pièce est fonction de sa qualité et de sa rareté. Saint-Louis et Baccarat ne produisent donc chaque année qu'un nombre très limité de modèles, entre 5 et 10, et pour chacun de ces modèles, un nombre limité de pièces, entre 400 et 1000. Chaque pièce est frappée du sceau de la marque, datée et numérotée. La préparation d'une seule pièce, en particulier les millefiori, ces fleurs de cristal composées de fines baguettes étirées, la mise au point d'un seul de ces bouquets peut demander plusieurs semaines, voire même plusieurs mois de préparation. Un travail qui d'ailleurs peut être réduit à néant en quelques secondes si l'opération de coulage dans la pâte de cristal ne s'effectue pas dans de très bonnes conditions. La France est aujourd'hui le seul pays producteur et exportateur de presse-papier en cristal. La moitié de cette production est achetée à l'avance par les collectionneurs américains. Et lorsque l'on sait que la fourchette de prix se situe entre 1000 et 5000 francs la pièce, on réalise l'intérêt qu'apportent à ce marché les 2 géants de la cristallerie française, Saint-Louis et Baccarat. Ce reportage était presque un tableau à lui tout seul. Bonne soirée à toutes et à tous au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité. Dernier journal avec Joseph Poli vers 23h20. Merci.